Bonjour, je vais commencer mon épisode aujourd'hui en vous racontant une anecdote. Je suis dans un événement de réseautage à la Jeune Chambre de commerce. Ça fait pas longtemps que mon livre est sorti sur le leadership féminin et je dois avouer que j'ai la chance d'être très sollicitée. Il n'y a pas beaucoup de femmes à cette époque-là qui se sont prononcées pour l'avancement du pouvoir pour les femmes. Et, tu sais, on me demande de venir, là, c'est ça, tous les événements de réseautage des différents organismes, là. Viens faire du mentorat, viens faire une conférence, viens faire une formation, viens parler à notre groupe de... Évidemment, tout ça... C'est toujours du bénévolat, hein? Alors, j'accepte d'y aller parce que c'est les jeunes, puis ça me touche. Et là, je fais qu'est-ce que je fais, là, généralement dans ces événements-là, c'est que je me ramasse au centre d'un gros groupe de filles. Et là, je leur demande, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous venez d'où? C'est quoi votre nom? Tu sais, je fais un peu mon animatrice. Et là, la première, moi, je suis ingénieure, je travaille chez Lavalin, exemple, là, à l'époque. Là, je me souviens, il y en avait une qui avait dit, je travaille chez Lavalin, tout ça. J'ai fait mes études en génie. J'ai terminé à Polytechnique il y a 3 ans, mettons. Après ça, une autre dit, moi, je suis comptable, je travaille chez Ernst & Young. J'ai fini mon HEC, puis je me suis impliquée dans telle affaire, puis mon objectif, ce serait de faire ça. Après ça, une autre, moi, je suis avocate, blablabla. Et là, 4e fille, elle dit, moi, je suis avocate, diplômée en droit, j'ai un MBA en finance et je suis en train de faire un doctorat. Je fais un doctorat parce que présentement, je suis à la recherche d'emploi. La fille surqualifiée, beaucoup plus d'études que toutes les autres, se présente bien, a une façon de... Tu sais, je me souviens plus exactement de tout ce qu'elle me nomme comme qualification, là. Puis elle est à la recherche d'emploi. Continue de faire le tour. Bon, les filles, là, dépendamment des jobs, tout ça. Et là, j'arrive à une dernière fille, là, même genre d'affaires, là, tu sais, maîtrise en génie, je sais pas quoi. Après ça, un autre diplôme en relations industrielles et à la recherche d'emploi. Et qu'est-ce que ces 2 filles-là ont en commun? Parce qu'ils ont quelque chose en commun de très, très visible. Ce sont des femmes noires. Et ces femmes-là sont à la recherche d'emploi, sont mieux qualifiées que les autres. Ils ont autant d'entre-gens. Elles se présentent aussi bien. Et c'est comme si j'avais reçu un coup de poignard quand ça s'est arrivé. Je vous le dis, ça me touche. Puis je le sais, je suis consciente de mon privilège, mais c'est justement, tu sais, je suis blanche, je suis consciente de mon privilège, mais c'est justement, je me sens interpellée comme femme privilégiée d'aider mes consoeurs. Et là, je me souviens, c'est après ce réseautage-là, en particulier, que chaque demande de mentorat qui me sont venues par la suite, parce que ce soir-là, j'étais ultra sollicitée, là. Mon livre vient de sortir. Je pense que les femmes ont besoin d'aide. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais personne ne veut jamais payer pour l'expertise féminine ou pour cette expertise-là en pouvoir féminin. Et là, je manque de temps. Veux pas, moi, j'ai toujours ma compagnie à l'époque. Je suis productrice, je l'ai encore, mais tu sais, j'ai toujours ma compagnie. J'ai des revenus qui me viennent de là. Mais je voudrais m'investir plus en leadership féminin, mais tu sais, à force de le faire les choses avec mon cœur, ça va faire. Et là, je dis, OK, ça suffit. La fille, j'avais accepté donc d'être le mentor d'une jeune fille dont on m'avait parlé, elle avait un pédigré incroyable. Fait que j'avais accepté d'y aller et pouvez-vous croire que la fille était même pas venue à cette rencontre-là? Tu sais, c'était une rencontre pour rencontrer nos mentorés, puis elle était pas venue, elle avait, je sais pas trop quelle excuse, là, mais elle était pas venue. Fait que, puis j'avais hésité là, avant d'accepter, mais je me suis dit, faut aider le pouvoir, les jeunes, puis tatata. Fait que bref, à partir de cette rencontre-là, à chaque fois qu'on m'a appelé pour faire du mentorat, puis je me souviens très bien la fois d'après qu'on m'avait appelé, j'avais dit, vous nous demandez de faire du mentorat bénévolement? Oui. J'avais dit, je vais le faire.
si la mentorée est une personne racisée. Je vais seulement accepter de le faire pour aider les filles des minorités, puis de leur ouvrir mon réseau de contacts, puis de leur ouvrir mes connaissances, ça va me faire plaisir. Puis cet organisme-là, il charge... Écoute, il nous demandait de faire du bénévolat, mais il chargeait les gens pour trouver des mentors. Fait qu'évidemment que ces filles-là qui sont à la recherche d'emploi puis qui sont surqualifiées, vont-tu payer pour avoir un mentor? Non. Bref, ils n'ont jamais trouvé de mentorer. Mais moi, ça m'a trouvé une façon d'avoir certaines exigences puis limites. Alors, mais bref, tout ça pour vous dire que je suis interpellée par les inégalités, je suis interpellée par les inégalités sociales, par les biais inconscients, que ce soit au niveau du sexisme que du racisme. Les biais inconscients sont des biais dont on n'a pas conscience. C'est justement. Et là, il est arrivé un événement en fin de semaine. Il est arrivé Big Brother Célébrité. Donc, si vous écoutez Big Brother Célébrité, même si vous l'écoutez pas, je vous raconte ce qui se fait. On est à la semaine 2 de Big Brother Célébrité, qui est une compétition où les gens font des alliances. Donc, c'est un jeu de pouvoir qui est à la lumière. C'est un miroir des luttes de pouvoir et de la game sociale qui joue partout ailleurs, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde du spectacle. Je suis geek des shows de télé-réalité parce que c'est un beau miroir d'où on en est rendu dans la vie par rapport aux games sociales, puis aux inéquités, puis à tout ça. T'sais, moi, vous le savez, je suis une geek de télé-réalité, puis j'analyse ça avec tout mon intérêt pour le pouvoir, que ce soit féminin, que ce soit pour l'égalité aussi, puis la parité. Fait que ça pour dire qu'il y a 2 joueurs noirs cette année. Il y a une game qui permet d'aller savoir tout de suite quelle est la pyramide du pouvoir dans la maison. OK? On est capable de déceler la pyramide du pouvoir et ils vont jouer cette game-là à 2 reprises. Et dans les 2 cas, les joueurs noirs se ramassent en bas de la pyramide du pouvoir. Et de voir ça, puis tu sais, c'est pas un accident. Chaque joueur avait une décision à prendre pour exprimer ou dévoiler son alliance. Et ce sont des joueurs, et là je veux le souligner, ce sont des joueurs qui sont des personnalités publiques, qui sont conscientes, qui sont dans l'œil du public et qui doivent être conscientes, mais ils ne le sont pas tous, bien évidemment, mais qui doivent être conscients que ce qu'ils font, ben les gens les regardent. Tu sais, quelqu'un qui a jamais joué à Big Brother ou qui a jamais joué à Survivor va jouer sa game comme il fait dans sa vie, c'est de personnalité privée. Mais là où j'analyse le comportement des gens avec mon œil de relations publiques aussi, c'est que je me dis, voyons, c'est des célébrités, ils sont conscients qu'ils sont dans l'œil du public. Alors, cette game-là se joue, ces 2 joueurs-là, donc, se ramassent en nomination, se ramassent au bas de l'échelle, alors qu'il y a un des 2 qui était patron, donc Barney avait été patron la semaine d'avant. Il part du haut de l'échelle, en bas de l'échelle complètement. Et là, ils doivent sortir pour aller faire une compétition et c'est très clair pour les joueurs. Ils voient là, que leur game de pouvoir a tout de suite discarté les 2 joueurs des minorités visibles. Et là, ils viennent de prendre conscience de leurs actes quand ils voient ça. Puis là, il y a ils sont comme déstabilisés, tu sais. En fait, pas tous. Les plus conscients de la gang. Et ils sont déstabilisés parce que ça envoie comme message. Ils sont déstabilisés par leurs gestes. Ils se disent, voyons, on a-tu fait quelque chose de pas correct? Et là, ils se posent la question. Puis c'est ça la beauté de ces jeux-là. C'est que ça soulève des questions importantes, puis ça met en lumière des enjeux sociaux, raciaux, les biais. C'est tellement intéressant. Et moi, je veux féliciter les gens de Big Brother, la production de Big Brother. Je vais donner les fleurs avant d'envoyer le pot, mais je veux les féliciter pour leur
pour avoir laissé les images des joueurs qui prennent cette conscience de leurs gestes, puis qui s'excusent, puis qui réalisent « My God », puis tu sais, il y a Cinem, bon, et tu sais, qui vient d'une minorité, mais moins visible, mettons, tu sais, qui se dit « Voyons donc que ça envoie comme message, on voit un Jean-Thomas Jobin qui manifestement est ébranlé, puis qui a conscience de qu'est-ce qui se passe. » Et moi, je suis dans mon salon, là, et je vous jure, je suis outrée. Ceux qui se souviennent là, de Love Story puis d'Élodie, là, moi, c'est pas d'hier que j'aime les shows réalité, là, mais je suis tellement fâchée, puis ça vient me chercher dans mon cœur, là, dans mon cœur de mère. Je suis tellement fâchée. Puis je suis fâchée aussi, puis je le nommerai pas parce que je veux même pas y donner du gaz. Mais tu sais, je suis fâchée du joueur qui a manipulé Barnève, puis qui l'a discarté la semaine d'après. Tu sais, parce que ça, c'est pas les biens conscients, c'est les inégalités sociales. Puis je vais vous en parler après, mais tu sais, ça m'a outrée, là, outrée vraiment. J'ai eu de la peine sur le message que ça envoie. J'ai eu de la peine à... En tout cas, ça m'a fait vraiment de la peine. Par contre, tu sais, quand je réfléchis à tout ça, j'ai attendu, tu sais, je vous fais mon podcast mardi matin, donc j'ai eu 24 heures pour me calmer. Écrire une lettre ouverte, m'enrager, parler avec une joueuse bien connue de Survivor, puis même des gens très proches de la production. Puis c'est d'avoir été découragée, là, peut-être, tu sais, d'avoir sorti. J'ai ventilé en mars, là, de pourquoi j'en revenais pas que ça se fait aujourd'hui au Québec, puis... Après ça, tu sais, je suis allée lire là, sur les réseaux sociaux. Là. Puis là, tout le monde, tu sais, pris isolément la situation par rapport, mettons, Fabiola, vont dire « Oui, mais Fabiola était isolée, puis elle exprimait pas ses alliances, puis elle avait l'air imprévisible. Alors c'est pour ça qu'elle s'est ramassée là, ça n'a rien à voir. On n'est pas raciste. » Puis... Isolément, tu sais, tout le monde explique là, en fonction de la game, des stratégies, des alliances, en se disant, mais écoute, il n'y avait pas d'alliance solide, ça. Pour Barnève, la même chose. Barnève, ce que les gens lui reprochent, c'est d'avoir que les babines n'ont pas suivi Bottine. C'est-à-dire qu'il a dit à tout le monde la semaine passée, je vais faire un gros move. Puis il a mis 2 joueurs, pas gros move, là, Steph puis Simon sur le bloc, là, tu sais, ou Simon... Ouais, c'est ça. Simon pis Steph sur le bloc, puis c'était pas un gros move pantoute. Les babines suivaient pas les bottines, mais ça, c'est parce qu'ils étaient manipulés par Voldemort. Puis là, je vais même pas le nommer, là. Fait que, mais c'est pas François, là. Tu sais, c'est pas François, juste dire ça. Fait que, là, ben peut-être, là. Tu sais, on voit pas tout, là, mais il était... Fait que, tu sais, Barnève, il jouait un jeu caché comme bien d'autres, mais lui, il paye le prix beaucoup plus. Beaucoup plus parce que les alliances, le jeu lui-même cette année, a commencé avec des inégalités. Le jeu, comme dans la vie, a commencé avec des gens qui se fait des années qui font ça, qui sont alliés, qui sont au courant, qui sont dans le game, puis qui secrètement se sont arrangés pour travailler ensemble. Donc, toute personne qui va essayer de rentrer dans le cercle va avoir de la misère. Ça existe dans tout. Et la grosse inégalité cette année, c'est l'histoire des champions contre des gens qui n'ont jamais joué la game. Fais un All-Stars, mais juste avec des All-Stars. Fais pas des All-Stars avec du monde qui n'ont jamais joué. Ils ont fait ça aux États-Unis. Ça a donné une saison avec Boston Rob qui a écrasé toute la compétition. C'était plate à regarder. Tu sais, tu prends un joueur ultra expérimenté avec un paquet de novices. C'était une des années les plus somnifères de Survivor, puis ils n'ont plus jamais recommencé. C'est trop inégal. C'est pas le fun ni pour le public, puis c'est injuste à beaucoup de niveaux. C'est injuste de faire jouer des trop inexpérimentés avec des gens qui ont déjà joué, mais c'est injuste aussi du fait que les joueurs, ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans la maison. Fait qu'on s'entend-tu que François, Jean-Tom, puis Martin se sont fait des petits soupers ou des petites conversations. Ça fait longtemps qu'ils ont un chat de groupe, eux autres, là. Puis, tu sais, c'est des gars qui se ressemblent. C'est des gars blancs, privilégiés. Bon, on va le nommer, là. Mais tu sais, c'est des gars... Tu sais, comment ça se crée du monde qui s'allie ensemble? C'est du monde qui se ressemble. Fait que, veux pas, les gens de la diversité arrivent aussi avec des références différentes, un background différent.
c'est sûr, tu sais, que c'est plus difficile de s'intégrer dans un groupe à ce moment-là. Mais en plus, avec un groupe qui le sait déjà puis qui ont eu le temps de faire des alliances pré-game, tu sais, c'est super... Ça part injuste en partant. Mais il y a aussi le jeu des perceptions, puis des biens conscients, puis des gens qui vont dire « Oui, mais il est imprévisible. » Il n'est pas plus imprévisible qu'un autre, il cache sa game. Il cache sa game, mais dans son cas, ça se peut que ce soit perçu différemment. Tout comme une fille qui va être plus... tu sais, c'est éprouvé. Là, tout ce que je vous dis là en passant, là, hey, mon nom, c'est Jeannie Duquette. Ça a pris du temps, hein? Mon nom, c'est Jeannie Duquette. Je suis maman. J'ai écrit 2 livres sur le leadership féminin. J'accompagne des entrepreneurs, des leaders dans leur quête d'avoir plus de pouvoir, leadership et notoriété. Je fais souvent de la gestion de crise médiatique, justement. Puis je m'intéresse, je suis une geek de télé-réalité, de jeux de pouvoir. Et donc, je m'intéresse beaucoup à comment aussi ces émissions-là nous montrent c'est quoi le pouvoir puis c'est quoi l'ascension au top d'une pyramide de popularité et de compétition. Et je me suis intéressée aux études universitaires qui ont été faites sur le sujet. Alors, il y a eu une étude qui a été faite par l'Université d'Oxford qui a étudié 40 saisons de Survivor et qui a comparé les résultats. Et là, à tous ceux qui pensent qu'isolément, toutes les décisions de mettre les joueurs racisés dehors, 51% de plus que les autres après avoir étudié toutes les saisons, dites-vous qu'il y a du bien inconscient en dessous de ça. Quand tu es une femme, tu as 54% de plus de chances de se faire mettre dehors semaine 1 ou très tôt dans l'aventure et tu as beaucoup moins de chances de gagner qu'un homme. Donc, allie les deux. Personnes racisées et femmes, donc 54% de chances de moins et 51%, ajoute 51% de moins de chances si tu es racisé. Donc, Fabiola, si tu regardes juste les statistiques, en fonction de toutes les décisions des joueurs de 40 saisons de Survivor, avait énormément de chances d'être celle qui s'en va semaine 1 ou 2. Et c'est exactement ce qu'on a vu dimanche soir. Ça a prouvé les statistiques. Alors, tu sais, si, oui, essayons d'expliquer isolément toutes les décisions, mais avec les statistiques, puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se poser des questions sur nos propres biais? On peut-tu se dire... Alors moi, là, quand je suis allée là, dans ce 5 à 7-là, puis que j'ai rencontré toutes ces filles formidables-là, puis que j'ai accroché sur, justement, 2 filles ultra compétentes, ultra qualifiées, qui s'exprimaient bien, à qui, moi, j'aurais donné une chance 100%, puis qui sont toujours à la recherche d'emploi, malgré des envois de CV pendant 2 puis 3 ans. Ils m'ont raconté leur histoire après, puis ça m'a brisé le cœur. Est-ce que je me pose pas des questions sur mes propres biais? J'en ai-tu déjà eu? Bon, on s'entend. Vous parlez à la fille qui a produit, tu sais, mon téléphone a sonné à un moment donné. Moi, j'ai eu une compagnie de disques pendant 15 ans, active pendant 15 ans, et parce que je l'ai toujours, mais pas active, j'ai juste du catalogue. Mais tu sais, on a lancé la carrière de Corneille au Québec, on a ensuite lancé Gage, on avait Jody Rester, Stéphane Moraille, Corneille a gagné l'artiste masculin de l'année au Québec. C'est la première fois qu'un chanteur noir gagnait ce prix-là. À l'époque où il était avec nous, puis à un moment donné, je me souviens, une leader dans la communauté noire m'appelle, puis elle me dit « Jenny, t'es-tu au courant que t'es le Black Label? » Fait que j'avais fait « Ah! » Puis tu sais, autant j'avais probablement un biais inconscient positif, mais j'étais pas au courant. Hein? Puis est-ce que je suis... fait que, tu sais, de mon côté, ça vient de chercher d'un bon côté, mais je suis pas la mieux qualifiée pour parler de ça. Là, je vous parle juste de mon expérience à moi puis de mes perceptions à moi. Puis ce que ça me dit, là, ce qui s'est passé à Big Brother dimanche soir, là, ça me fait me mettre d'en face qu'on doit se poser des questions sur nos biens conscients. On doit se poser des questions sur comment on prend des décisions. On doit se poser des questions sur on est-tu assez ouvert? Puis on est-tu... En tout cas, moi, je pense qu'on doit se poser des questions. Puis
Je pense que c'est ça que ça nous met d'en face. Puis revenons à la game. Revenons à la game, la geek, là. Donc, inégalité sociale. Des gars qui sont en club depuis des années, qui laissent pas rentrer ben de monde. Le petit triangle là, de François, Martin, puis Jean-Tom, ça nous montre ça. Je nomme pas celui qui m'a... qui... Là, l'autre affaire, c'est ça, là. L'autre affaire, là. Ah, je vais le nommer. Je vais le nommer, là. Des fois, je me demande si je devrais pas avoir un podcast payant et privé. Parce que ça me permettrait d'avoir un petit peu moins la langue de bois. Mais je vais peut-être le faire. Là. Mais bref. Ça pour dire que Danick, là, qui a pas été aimé l'année passée quand il a joué, puis qui a pas... Tu sais, qui a joué sa game comme quelqu'un qui joue pas Big Brother célébrité. On s'entend, c'est pas pareil. Tu rajoutes une game, une couche de relations publiques à ta game. Quand t'es une célébrité, t'as une audience, les gens te regardent, tu dois gérer ta carrière et ton image. Le gars, il joue la game comme un gars qui a pas de carrière publique. Alors, il se dit, j'ai pas besoin d'avoir des valeurs, j'ai pas besoin d'agir pour prendre soin de mon public puis de ce que je pense qu'ils peuvent apprécier ou ce qui va résonner que ça. Je vais jouer complètement comme un vilain parce que je veux gagner. Sauf que, tu sais, donc, il a fait le move de couper Charles à la fin, mais tu sais, il avait fait d'autres moves aussi très, très discutables, là, éthiquement parlant, pendant... Puis tu sais, même pour... En tout cas, je me souviens pas exactement là, de tout ce qui s'est passé, mais comme amateur de la game, tu sais, tu peux gagner, oui, mais c'est comment tu gagnes. Puis dans mon cas, moi, j'étais non seulement dérangée dans mes valeurs, mais, tu sais, au niveau de l'intelligence, là, tu sais, je me disais, hey, t'es-tu conscient que t'as une carrière publique, toi? T'es-tu conscient que tu peux pas gagner Big Brother célébrité de la même façon que tu peux gagner Big Brother tout court quand t'es quelqu'un qui est comptable d'un bureau puis tu vas retourner à ta vie pas publique? Si tu fais ça, fine. Mais si tu es conscient que tu as une vie publique, me semble qu'il y a des moves qui se font pas. Puis il y a des moves que tu te dis, mais, tu sais, ça envoie un mauvais message parce que tout le monde me regarde, tu sais. Puis, des fois, c'est des gens qui ont des familles, des enfants, puis, tu sais, tu te dis, je suis conscient de mes valeurs, puis ce que ça envoie comme message, fait que, non, je vais pas faire ça, même si c'est pour gagner la game. Alors lui, là, il commence son année en disant « Oh, j'ai gagné, mais des matantes n'ont pas aimé ça. » Non, c'est pas des matantes. Moi, peut-être que je suis une matante, là, mais je suis quelqu'un, qui est conscient de la gestion de l'image publique quand tu as une carrière, puis que c'est des moves que moi, je serais là. Voyons, toi, tu vas sortir de là, puis les gens vont avoir pas mal moins le goût d'acheter des billets, là, parce que ça t'enlève le goût d'acheter des billets. T'as des billets à vendre, toi, là. Fait que ça, c'est ça. Moi, je suis comme, si t'es si intelligent que ça, il me semble que ça se fait pas. Puis, tu sais, t'as une image après. Faut que tu gères ça. Alors, ça, me semble que la droiture, puis on le voit, tu sais, c'est beaucoup plus présent aux États-Unis. Tu sais, il y a des joueurs, clairement, qui voient qu'il y a des moves qui vont être meilleurs pour leur game, mais qui ne seront pas bons pour leur vie à long terme. Parce que ce qu'ils font en ce moment, c'est public. C'est dans l'œil du public. C'est quoi l'impact que tu as sur eux autres? Qu'est-ce que tu envoies comme image? Parce que oui, les émissions de télévision, surtout celles à grand public, ont le pouvoir de changer des mentalités, d'ouvrir des consciences, de faire prendre justement conscience de biais inconscients qu'on a toujours, puis que les inégalités sociales sont très injustes pour les gens des minorités qui viennent juste de commencer à accéder au pouvoir, puis qui viennent juste de commencer à avoir leur chance. Alors, comme les deux, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Moi, je choisis de leur tendre la main. Moi, je choisis de leur donner des chances. Puis moi, je choisirais, devant le public, de ne pas m'arranger pour ostraciser les gens des minorités. Puis surtout pas justifier que c'était correct dans un contexte de game. Parce que j'aime pas le message que ça envoie. J'aime pas ça. Puis je veux pas faire ça.
Fait que moi, je suis François, puis je choisis pas Martin. Je fais pas ça. Puis moi, je suis Danick, puis je ne choisis pas Valérie, je choisis Fabiola. Oui, je travaille avec Valérie, mais le public me regarde, m'a vu, m'allier avec Fabiola, puis Barnève, puis les faire les moves que je veux pendant la semaine de patronat de Barnève. Je leur dois bien ça, je les respecte. Fait que, faut être conscient de ça. Fait que c'est ce que j'ai le goût de partager avec vous aujourd'hui. J'aurais le goût de vous raconter qu'est-ce que ça a pris 23 saisons aux États-Unis avant qu'un joueur noir gagne Big Brother. Puis il a fallu que ça s'est passé après Black Lives Matter, puis il a fallu que ce soit un geste conscient à la fois de la production qui ont pris conscience du biais dans le casting puis dans l'organisation des jeux télé-réalité et qui ont mis des règles de DEI. Alors là, il y a eu plus de joueurs des minorités, mais il a fallu qu'ils fassent un effort conscient pour que ça se passe, puis c'était tellement beau, puis c'était le cook-out, puis j'aurais le goût de vous en parler, mais on est rendu à 26 minutes. Je vous ferai une partie 2 si ça vous tente. Vous me le direz, mais je veux pas aller trop loin dans ma geeketé aujourd'hui, mais juste vous remercier de m'avoir permis d'exprimer là, sur ce sujet qui me tient à cœur, qui est l'égalité, qui est ouvrir nos portes, tendre la main, prendre conscience de nos biens conscients, prendre conscience de notre privilège, puis que oui, les émissions de télé-réalité ont le pouvoir de contribuer à faire de nous des meilleurs humains, des gens plus ouverts, qui vont avoir la discussion qu'on doit avoir face à ce qui s'est passé dimanche soir. Alors, merci d'avoir été à J'ai une idée. Cet épisode a été présenté par La puissance d'une histoire. Petite formation que je vous offre si vous avez envie d'avoir plus d'impact et de notoriété, que vous pouvez retrouver au lien disponible dans la descriptif de cet épisode. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Jasez-moi, là. Dites-moi ce que vous en pensez de ce qu'on a dit aujourd'hui. Puis, avez-vous envie qu'on aille plus loin dans le décortiquer l'impact des télé-réalités, des games de pouvoir, de comment ça peut contribuer à ouvrir nos consciences et combattre les inégalités sociales. Merci!